Bonjour à tous, mes jeunes apprentis. Aujourd'hui, nous poursuivons et nous avançons enfin un peu plus dans notre cours sur les débuts de la Troisième République. Et nous commençons cette troisième partie qui s'appelle l'affirmation républicaine et ses limites. Pourquoi l'affirmation républicaine? Je vous rappelle qu'à la fin des années 1870, enfin les institutions républicaines semblent toutes être solidifiées, consolidées, et même le président de la République devient lui-même républicain. Cette troisième partie, elle va se décomposer en 4 sous-parties. Première sous-partie, des exclus, les femmes. Deuxième sous-partie, la lutte scolaire et civique. Ces 2 sous-parties, nous allons les étudier aujourd'hui. Et puis la fois prochaine, nous étudierons la crise boulangiste, rien à voir avec du pain, et l'affaire Dreyfus. Nous en arrivons donc au grand 3, l'affirmation républicaine et ses limites. Première limite, des exclus, les femmes. On parle souvent du droit de vote universel, du suffrage universel masculin. Évidemment, s'il est masculin, c'est qu'il exclut les femmes, la moitié de l'espèce humaine. Il n'y a donc pas de droit de vote pour les femmes. Pourquoi? Les femmes sont considérées à l'époque comme immatures, dominées par leur corps et leur sens maternel, leur sens charnel aussi. Ça, c'est tout un ensemble de théories pseudo-scientifiques qui ont été développées au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, et donc les philosophes des Lumières eux-mêmes vont défendre ces théories. Et au XIXe siècle, ces théories, elles sont de plus en plus développées aussi. Vous savez qu'on est dans des siècles où on fait de grandes avancées scientifiques, et donc, qui dit avancées scientifiques, dit aussi nouvelles théories, des théories importantes. Des théories qui, par ailleurs, vont être complètement discréditées plus tard, mais à ce moment-là, ces théories, elles sont considérées comme vraies. Alors, je vous lis par exemple un passage de Rousseau, dans l'Émile ou de l'éducation. C'est un des grands livres de Rousseau qu'il a écrit en 1762. Et voilà ce qu'il dit pour les femmes. Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce. Voilà les devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu'on doit leur apprendre dès l'enfance. Vous voyez donc, Rousseau, c'est quand même une des figures fondamentales des Lumières. C'est un des philosophes qui sert de base et de symbole fort pour les républicains de l'époque. Et voilà ce que dit Rousseau de l'éducation des femmes. En fait, les républicains et les francs-maçons considèrent que les femmes risquent d'être trop influencées par l'Église. Et je vous rappelle que les républicains et les francs-maçons veulent réduire l'influence de l'Église. Donc ils considèrent qu'il faut se priver du vote des femmes pour pouvoir avancer plus rapidement vers le progrès, vers la République, vers l'émancipation de l'homme par rapport à la religion. Voilà également ce qu'en disait d'ailleurs Jules Ferry. Celui qui tient la femme tient tout. C'est pour cela que l'Église veut retenir la femme, et c'est aussi pour cela qu'il faut que la démocratie la lui enlève.
Enlever la femme de l'Église, c'est d'abord priver la femme du droit de vote pour éviter l'influence de l'Église, et puis c'est aussi faire quand même un effort pour généraliser l'instruction des femmes avec l'ouverture de ces écoles normales, c'est-à-dire ces centres de formation pour institutrices, et puis généraliser l'enseignement pour les filles. Pourtant, il y a quand même, vous vous en doutez, une lutte pour l'égalité des droits et pour le droit de vote des femmes. En Angleterre, ça va être très important, c'est ce qu'on va appeler les suffragettes. On peut peut-être parler de suffragettes aussi pour la France, même si le terme suffragette désigne surtout ces combattantes pour le droit de vote des femmes anglaises de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Un exemple de femme se battant pour le droit de vote, c'est Hubertine Auclair, une journaliste qui a vécu entre 1848 et 1914. Elle a fondé le journal La Citoyenne en 1881, donc vous voyez, on est pile dans notre période. Et elle milite donc pour le droit de vote des femmes et la révision du Code civil, que nous avons déjà étudié, le Code civil napoléonien, qui dit que la femme doit obéir à son mari, etc. Je vous lis un texte d'Hubertine Auclair à propos de ce droit de vote des femmes. C'est un discours d'Hubertine Auclair au Congrès ouvrier socialiste de Marseille de 1879. Que diriez-vous, homme, si l'on vous enfermait dans le cercle étroit d'un rôle? Si l'on vous disait, toi, parce que tu es forgeron, ton rôle est de forger du fer. Tu n'auras pas de droit. Toi, parce que tu es médecin, ton rôle est de soigner les malades. Tu n'auras pas de droit. C'est aussi logique que de dire, toi, femme, parce que la nature t'a donné la faculté d'être mère, tu n'auras pas de droit. La femme est comme l'homme, un être libre et autonome. À elle comme à lui la liberté de choisir la voie qui lui convient. Vous dites la femme est trop cléricale. Est-elle plus cléricale que les prêtres, les jésuites, les religieux de tous ordres qui votent? La femme, si elle se confesse, est-elle plus cléricale que les hommes qui logent et payent les confessionnaux et les confesseurs? Est-ce la femme enfin qui se fait prêtre? Je dis moi que ceux qui entretiennent le cléricalisme, les hommes, sont plus cléricaux que les femmes qui le pratiquent. L'heure n'est plus au sabre et à la force, il ne s'agit plus de porter chez nos voisins la désolation et la mort, il s'agit de résoudre pour tous la question du bonheur chez soi. Alors il y a une lutte, mais cependant cette lutte elle n'aboutit pas immédiatement, puisque les parlementaires refusent toujours le droit de vote. Plus tard, au début du XXe siècle, en 1903, les députés votent contre, et le Sénat encore, en 1922, réitère ce vote contre le droit de vote des femmes. Et il faudra attendre en fait la libération de la France après la Seconde Guerre mondiale, en 1944, pour que le général de Gaulle donne le droit de vote aux femmes, qu'elles exerceront la première fois aux élections de 1945. On imagine que les femmes auraient pu dire à de Gaulle à cette époque « Au secours, général de Gaulle, vous êtes mon seul espoir ». Petit 2 maintenant, qui va être un peu plus long, la lutte scolaire et civique. L'enjeu de cette lutte, c'est d'éduquer les enfants de France pour en faire de bons citoyens républicains du point de vue des républicains. Ces bons citoyens devront être prêts à mourir pour la patrie. La Marseillaise, symbole de la Révolution française pour tous les révolutionnaires européens, devient en 1879 l'hymne national. Ça n'était plus le cas depuis un certain temps. Et cette Marseillaise, c'est vraiment un symbole de révolution. Pourquoi? Déjà, elle puise son origine dans la Révolution française de 1889, et puis elle a été par la suite chantée par tous les révolutionnaires européens. En 1848, pendant le Printemps des peuples, elle était chantée. Pendant la Commune, on a repris l'hymne de la Marseillaise, on en a changé les paroles, et on en a fait une Marseillaise pour la Commune en 1871. Donc, on impose de nouveaux symboles républicains issus de la Révolution. Pourtant, vous le savez, il y a une partie de la population française qui n'est pas d'accord, en particulier l'Église, et l'Église qui contrôle une très grande partie de l'éducation des jeunes enfants. Réaction de la République, en 1880, expulsion de 5600 religieux, des hommes, pas des religieuses. Le 26 juin de la même année, Jules Ferry accepte d'amnistier tous les proscrits de la Commune, c'est-à-dire toutes les personnes qui avaient été envoyées au bagne, envoyées en Nouvelle-Calédonie suite à la Commune, dont Louise Michel. Donc toutes ces personnes-là sont libérées en fait et peuvent revenir en France. C'est une concession que fait Jules Ferry pour s'associer la gauche aux futures élections.
La même année, 1880, on décrète que le 14 juillet va devenir la fête nationale, ce qui n'était plus le cas non plus, de la même manière que la Marseillaise. Et en 1881, là nous revenons au domaine un peu plus scolaire, un premier lycée laïque pour femmes est ouvert. Il y avait des lycées privés catholiques pour les femmes, mais pas encore de lycée laïque et public. Je vous l'ai dit, donc, Jules Ferry tente de se concilier la gauche, les anciens communards, et en 1881, lors des élections législatives, on voit une très très nette victoire des ferristes et des gambettistes aux élections. Vous le voyez là sur le diagramme que je vous propose, la droite n'a que 90 sièges, c'est un échec total pour la droite, c'est-à-dire pour les monarchistes et les bonapartistes. Et en fait, la grosse majorité de l'Assemblée va de l'extrême gauche à la gauche modérée, en passant par la gauche républicaine et l'Union républicaine. À la suite de ces élections, Léon Gambetta est élu président du Conseil, puisqu'il est issu de la majorité, et il cumule cette fonction avec celle de ministre des Affaires étrangères, puisque vous le savez, à l'époque, le président du Conseil des ministres a aussi une autre fonction ministérielle. Il choisit des hommes dans son ministère selon leurs compétences et pas par idéologie. Par exemple, de Miribel est chef d'état-major des armées, alors qu'il est issu d'une famille de la noblesse et plutôt conservatrice. Par contre, Léon Gambetta va nommer Paul Bert, un très farouche anticlérical, au ministère des cultes. Vous imaginez bien que ça risque de poser certains problèmes. Félix Faure, qui est franc-maçon depuis 1867 et qui est également un proche de Léon Gambetta, est élu pour la première fois député et il est nommé sous-secrétaire d'État au commerce et aux colonies. On voit apparaître ce grand personnage qui aura d'importantes fonctions plus tard à ce moment-là. Revenons encore une fois à l'enseignement, puisque là je m'écartais un peu du sujet. Dès 1881 sont adoptées des réformes importantes. Le 16 juin 1881 est votée la loi rendant l'enseignement primaire gratuit. À l'époque, l'enseignement primaire, ce n'est pas la petite école en opposition au collège et au lycée. Ça, cette distinction-là, elle va apparaître plus tard, dans les années 60-70 en France. L'enseignement primaire, c'est l'enseignement de base qui est dispensé aux enfants les plus modestes à l'époque. Les enfants issus des familles les plus riches vont dans ce qu'on appelle l'enseignement secondaire, qui permet d'accéder à des plus hautes études. En tout cas, l'enseignement de base devient à ce moment-là gratuit. Ça, c'est le 16 juin 1881. Un mois plus tard, le 29 juillet, une autre loi qui peut correspondre, si vous voulez, à cette volonté d'intellectualiser la population française, c'est la liberté totale de la presse. Et cette loi, à l'époque, de liberté de la presse, c'est la plus libérale du monde. Pourquoi? Eh bien, je vous donne en extrait deux articles de cette loi. L'article 1er, l'imprimerie et la librairie sont libres, contrairement à ce qui était le cas avant. Désormais, on peut publier librement, on n'a pas à se justifier auprès d'un organe de l'État. L'article 5 dit « Tout journal ou écrit périodique, c'est-à-dire un journal, peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement après la déclaration prescrite au parquet du procureur de la République. Il ne suffit plus que de déclarer le journal qu'on veut publier. On ne passe plus par une censure d'État, comme ça avait été le cas depuis la Révolution française jusqu'au début de la Troisième République. » Revenons un petit peu aussi à la politique. En 1882, le 20 janvier, Léon Gambetta, donc le chef du gouvernement, veut un scrutin de liste pour les élections législatives. Un scrutin de liste, ce qui permettrait de ne pas avoir des élections partielles à la suite des élections générales, puisque vous le savez, les députés pouvaient se présenter dans plusieurs départements à la fois. Quand ils étaient élus dans plusieurs départements, il fallait qu'ils en choisissent un et que les autres réélisent. Gambetta veut un scrutin de liste, ce qui permettrait de dispatcher de manière plus simple tous les élus. La Chambre refuse cette proposition de réforme de Gambetta, plutôt embrasser un Wookie. Et donc, Léon Gambetta démissionne après seulement 77 jours de gouvernement. Il meurt le 31 décembre 1882 et il est remplacé par Freycinet, qui est un républicain opportuniste. Ici, opportuniste, je vous le rappelle, ça ne veut pas dire... ça n'est pas péjoratif, c'est un républicain qui accepte un consensus de part et d'autre, du centre-gauche et du centre-droit. Vous vous rappelez que Freycinet a déjà exercé cette mandature en 1879-80. Le ministère Freycinet est donc de centre-droit. Jules Ferry est nommé à l'instruction publique et il va poursuivre cette volonté de réforme de l'école
en laïcisant l'école publique le 29 mars 1882. C'est une nouvelle loi qui est votée. L'école publique sera désormais laïque. Et cela va provoquer une lutte scolaire, c'est ce qu'on a appelé la lutte scolaire, entre les tenants d'une école qui encadrerait les enfants en voulant leur enseigner une morale religieuse, en permettant aux religieux d'être enseignants, et ceux qui au contraire veulent chasser tout ce qui a de près ou de loin un rapport avec l'Église de l'école publique. Il faut noter que quand même, il y a beaucoup d'écoles libres. L'école libre, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'école privée. Donc l'école publique devient laïque, mais il y a quand même encore des écoles privées qui peuvent rester catholiques. Cette loi, elle encadre aussi l'instruction obligatoire qui doit aller jusqu'à 13 ans. Elle est obligatoire jusqu'à 13 ans, l'école. La laïcisation a lieu en 1882, mais regardez ce qui apparaît sur votre écran. Vous voyez une gravure de février 1881 du journal La Presse illustrée. Et vous voyez que cette gravure, elle date de plus d'un an avant la loi qui laïcise l'école. Alors cette gravure, elle est souvent utilisée comme illustration de la loi de 1882, mais en fait, c'est une erreur puisqu'elle date d'un an avant, ça serait un anachronisme donc d'en faire une illustration. Qu'est-ce qu'elle nous apprend alors cette gravure? C'est que à Paris, puisque ça se passe dans une école parisienne, le préfet de la Seine de l'époque, donc l'équivalent du maire de Paris d'aujourd'hui, fait du zèle en fait et il laïcise les écoles parisiennes avant même que la loi l'ait fait. Comme ça a fait un petit scandale, Jules Ferry lui a dit de se calmer un petit peu et il a stoppé cette laïcisation pendant quelques mois avant que la loi qui recouvre tout le territoire national passe. Comment analyser cette gravure? Vous voyez, c'est une représentation tragique. À droite, on voit des gendarmes armés sous le commandant d'un notable, certainement un élu, et ils enlèvent le crucifix et la Bible. Et ça semble se passer de manière assez violente. Vous voyez, à gauche, on voit des religieuses sans défense, ce sont des femmes qui veulent protéger les enfants d'une telle vision. Et on voit aussi des adultes, sûrement des parents d'élèves, qui semblent protester contre ça. Donc cette image, elle veut dénoncer la violence de ces actes, la violence de cette laïcisation de l'école, commis avant que l'école devienne officiellement laïque, en fait, par le zèle du préfet de la Seine de l'époque. En fait, dès le mois d'août, Freycinet chute, il est remplacé par Duclerc, qui est de centre-gauche, et qui reste au pouvoir jusqu'en janvier 83, et ensuite Armand Fallières devient à son tour président du Conseil jusqu'en février 83, donc à peine un mois. Vous voyez que les ministères sont très courts, et enfin, Jules Ferry devient président du Conseil à son tour pendant 2 ans, ce qui, vous le voyez, est une durée exceptionnelle, et il est d'abord en charge de l'instruction publique, puis de la justice. En ce qui concerne la politique plus générale et les espoirs déçus des monarchistes, le 24 août 1883, le comte de Chambord meurt. Donc, cela permet une unification royaliste autour du comte de Paris, un descendant, donc je vous l'ai dit, de Louis-Philippe. Les royalistes croient à leur retour, mais en fait c'est un échec et ils n'y parviennent pas puisque tout simplement la Chambre est républicaine. Durant toute cette période-là, quand Jules Ferry est au pouvoir, on va non seulement laïciser l'école, mais on va aussi laïciser l'armée, les hôpitaux, les tribunaux. La lutte est ravivée puisqu'on va en fait laïciser toutes les institutions qui auparavant, tout simplement, pouvaient présenter le crucifix dans les tribunaux ou laisser une grande place aux aumôniers militaires à l'armée. Nous allons maintenant comparer les deux idées de la France qui émergent à cette époque-là à travers deux chants. Nous voulons Dieu, un texte et une musique de l'abbé François-Xavier Moreau qui date de 1882, et L'Internationale, qui est un texte qui a été composé pendant la répression de la Commune à Paris. Il a été composé par Eugène Pottier, ce texte est mis en musique par le Belge Pierre de Guetter en 1888.